Merci de m'avoir invité et merci pour cette conférence inspirante. Alors, je commence très vite. Alors, le développement des types de musées a été discuté pendant la première grande conférence internationale consacrée au musée d'art à Madrid en 1934. Et une des questions clés lors de cette conférence était, je cite ici les actes de la conférence, le musée doit-il présenter les objets par catégorie ou bien par époque? Et en fait, la question abordée pourrait sembler éloignée du sujet de ma présentation sur les expériences corporelles dans les musées soviétiques, mais je vois les stratégies de diversification de l'expérience du visiteur dans le contexte des tâches les plus larges pour les musées de cette époque, c'est-à-dire à la façon dont les musées choisissent de montrer l'art, l'histoire et la culture à travers des objets. Et c'était ce contexte culturel, alors l'accrochage par époque ou bien plus général par culture, où des conservateurs envisagent des stratégies variées d'engagement des visiteurs dans leur exposition en assemblant des dioramas, des installations et des groupes naturalisés. Mon but d'aujourd'hui est vraiment de vous montrer que les musées ont devenu, dans la période d'entre-deux-guerres, les musées sont devenus des vrais sites de la production des connaissances innovantes, même s'ils utilisaient, comme dans le cas de l'Union soviétique, les outils bien démodés et qui ont été considérés comme les outils vraiment pas super progressifs, comme par exemple les groupes naturalisés et les period rooms. Mais l'histoire de ce dispositif mixte, comme vous voyez sur l'écran, n'est pas terminée. De nouvelles études sont apparues récemment sur la manière dont la notion de culture et certains types de musées influencent les tendances mondiales. Par exemple, les musées d'art américains ont présenté des dispositifs mixtes en tant que musées d'art, dispositifs mixtes, alors des dispositifs qui montrent aussi la culture. Ces musées étaient présentés, étaient intitulés comme les musées d'art, mais en Europe, par exemple, les praticiens des musées étaient parfois plus sensibles à la distinction des différents types de musées, ceux des cultures, des galeries d'art, etc. Et en effet, depuis le début de 1900, surtout en Allemagne, et après partout dans l'Europe, que la conférence de Madrid nous le montre, les principes de la classification des objets dans les musées ont fait l'objet de nombreuses discussions. Suivant directement le sociologue Max Weber et son idée de type idéaux, les chercheurs en Allemagne, surtout, ont proposé à la fois des systèmes rigoureux de classification des objets et des musées, ainsi que de nouvelles morphologies et définitions des disciplines qui étaient à la base de cette musée. Ainsi, les ethnographes et les historiens ont proposé toute une série de classifications créées selon les conceptions des différentes disciplines. Et les mêmes objets, ça veut dire les mêmes objets présentés dans les différents musées étaient exposés en fonction de leurs différentes qualités comme matériaux, style, fonction, etc. La Russie, même s'il n'a pas vraiment participé aux événements internationaux comme ceux à Madrid, mais elle a directement suivi les intellectuels allemands et le processus de création de différents types de musées. Et ces efforts pour repenser les affichages et les concepts fondamentaux de l'histoire et de la culture sont devenus particulièrement urgents et uniques avec la révolution socialiste. OK, j'ai essayé de... Oui, et avant de passer à l'analyse des stratégies d'exposition des musées, je vous donne quelques informations de base, vraiment très vite. Alors, immédiatement après la révolution russe, les musées ont été considérés dans le paradigme de la protection du patrimoine national, un paradigme classique qui remonte à la Révolution française, et l'impératif était de préserver
tout ce qui était possible. Et déjà en 1918, le processus de nationalisation a été lancé. Cela signifie que tous les objets ayant une valeur historique, culturelle et artistique ont été placés sous la protection du gouvernement et aliénés de leurs propriétaires. Et c'est vraiment important pour l'exposé d'aujourd'hui, c'est que immédiatement après la Révolution, les praticiens des musées et le gouvernement ont lancé plusieurs projets de création d'un réseau des musées soviétiques qui distribuerait et organiserait rationnellement et selon les derniers principes de réforme muséale européenne, des milliers d'objets aliénés à travers le pays. Vous voyez l'un des schémas de cette distribution au milieu ici. Et les chercheurs étaient vraiment heureux d'obtenir ces objets sous la protection de l'État, car cela leur donnait un accès illimité à l'étude de tous les trésors des musées disponibles dans le pays. Et c'était particulièrement vital pour ceux qui avaient étudié l'art russe médiéval, c'est-à-dire les icônes et l'art religieux comme une toute nouvelle direction dans l'histoire nationale. Et en outre, pour les chercheurs, la création du réseau rationnel des musées était considérée comme un triomphe des sciences humaines parce que les collections historiques auraient été réorganisées d'une nouvelle manière scientifique selon les types d'objets, leurs fonctions, leurs matériaux, etc. Voici très brièvement plusieurs résidences transformées en musées et notamment vous voyez ici l'un des plus riches monastères à Kiev qui a été transformé en musée public dans les années 20. Et faites attention à la représentation. Les objets sont littéralement juste montrés ici et soulignent la richesse et l'abondance du monastère et de la vie religieuse russe. Et ils sont immédiatement devenus la source d'études pour les historiens de l'art. Mais ce type de l'exposition est rapidement, tel quel, ainsi tout, est rapidement devenu très problématique car l'État socialiste était militant pour l'athéisme. Alors pourquoi les objets devraient-ils être exposés comme des trésors du splendide passé? Il y a aussi d'autres types de musées ici. La même question était pour les anciennes résidences aristocratiques et impériales. Comment préserver les intérieurs historiques et éviter le triomphalisme mémoriel? Et alors, déjà au début des années 20, une nouvelle tâche s'est présentée en plus de la préservation de toute phase de la Révolution, à la Révolution. Les praticiens des musées et les chercheurs ont commencé à chercher la fonction des musées au-delà de la collecte. Alors, ces fonctions étaient vraiment en fait classiques pour cette période-là. C'était les fonctions d'éducation et la promotion de la culture pour créer un pays économiquement fort et culturellement fort aussi. Alors, mais la politique et l'économie socialiste, la politique et l'économie socialiste ont également contribué à transformer les musées de différents types en espaces d'éducation et de propagande. Le processus de transformation des musées s'est intensifié dans une période de la révolution culturelle. En économie, c'était une période de modernisation accélérée de l'industrie. Et dans le domaine de la culture, il s'agissait de réformes assez radicales qui ont appelé les musées d'histoire et d'histoire de l'art, mais aussi les anciennes résidences aristocratiques, à promouvoir le socialisme et l'histoire des classes sous tous ces aspects économiques et politiques. Notamment, les musées ont littéralement agi en faveur d'un nouvel agenda économique, comme vous pouvez le voir ici à droite, dans une exposition temporaire réalisée dans une ancienne résidence aristocratique transformée en musée. L'objectif pour cette exposition temporaire était d'attirer davantage de main-d'œuvre sur les chantiers de construction. Le but était donc très pratique.
La tâche des conservateurs était très délicate et complexe, accueillir de telles expositions et essayer de relier leur contexte aux intérieurs historiques ou du moins à leur position géographique. Les tâches étaient presque impossibles et cette pratique des expositions temporaires ouvertement politisées n'a pas duré longtemps. D'autres interventions d'idéologie socialiste dans les espaces muséaux étaient plus intéressantes. C'était notamment les expositions temporaires qui ont promu un agenda international plus large en mettant l'accent sur l'anti-impérialisme, l'émancipation des femmes, l'autonomie culturelle des anciennes colonies, etc. Et ces expositions ont été montées pour être accessibles aux personnes de tous les milieux sociaux et culturels. Et c'est pourquoi les différentes techniques, y compris les dioramas, les moulages, les mannequins, ont été inclus et ont été privilégiés pour ces expositions de propagande. Mais la véritable innovation et les expériences audacieuses en matière d'exposition ont eu lieu dans les expositions permanentes des différents musées. Et voici les musées interreligieux. Ces musées sont devenus les lieux de recherche sur l'histoire de l'Église, sa signification sociale, économique et culturelle et sa relation avec les sciences naturelles. Ils sont devenus des centres de promotion de la science, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la physique, de la biologie, etc. Et les frontières entre les différents domaines sociaux, tels que la religion, l'histoire et les sciences sociales et naturelles ont été transgressées et sont devenues une source de l'innovation. Vous pouvez ici voir différents arrangements qui servaient à l'éducation scientifique. Il était, par exemple, assemblé contre les préjugés religieux et les méthodes non scientifiques de faire l'agriculture, par exemple, comme ici à gauche, une exposition sur le chamanisme et les modes de vie archaïques selon les rituels. L'autre objectif était de combattre la religion en tant qu'institution puissante de la modernité. Par exemple, les objets religieux traditionnels qui étaient récemment exposés tels quels étaient maintenant réimaginés comme des attributs des corps humains torturés, réprimés et exploités. Et ces photos et ces caricatures, alors c'était vraiment les objets vrais, les objets muséaux, les œuvres d'art et les reconstructions. Ces photos, ces objets étaient exposés aux côtés d'objets réels, comme par exemple ici, vous pouvez voir les instruments de torture qui étaient exposés à grand nombre pour donner aux visiteurs un réel sentiment de danger et d'inévitabilité de la punition pratiquée par l'Église. Ces objets et ces documents étaient placés dans des expositions comme celle que vous pouvez voir ici. Il était réimaginé comme les pièces remplies des possessions amassées par les moines et les prêtres. Et en même temps, des figures du Christ étaient également exposées en grand nombre pour souligner une industrie d'images religieuses qui promouvait l'ascétisme et la souffrance tout en profitant des dons et des cadeaux offerts à l'Église. Et une autre raison d'exposer cette figure était d'ordre scientifique. La matérialité et la nature tactile de la statuaire religieuse étaient également utilisées comme preuve de la nature antisociale et anti-hygiénique de l'Église. Les statues portant des traces visibles du contact des millions de fidèles étaient accompagnées de courts extraits scientifiques sur les bactéries, sur l'immunité, inspirant la nausée cause aux dommages potentiels que ces rituels auraient pu causer. Alors, une approche qui paraît bien réelle aujourd'hui face à la pandémie. Et une grande attention a également été accordée au reste humain
embaumé des saintes qui étaient traditionnellement conservées dans les monastères. Et les musées religieux voulaient déboulonner les mythes et susciter le dégoût pour telles pratiques. Et certains spectacles exposaient les restes humains des saints avec les restes des souris, des chiens, des autres animaux, mais aussi des sans-abri criminels décédés, soulignant ainsi la nature matérielle et mortelle de toute vie humaine face à la prétention à l'immortalité offerte par l'Église. Alors, voici un autre type de musée, le musée de la Révolution. Ils ont apparu en Russie soviétique après la Révolution. Il s'agissait de musées historiques qui raconteraient l'histoire révolutionnaire, dissidente et antitsadiste de la Russie et des anciennes colonies impériales. Dès le départ, il était basé sur les collections d'archives et se concentrait principalement sur les activités de recherche et sur la collecte de documents et d'artefacts de passé révolutionnaire. Mais très vite, les praticiens et les historiens des musées de la Révolution ont été confrontés au problème de la diffusion des connaissances et aux questions comme comment présenter l'histoire, quelles sources peuvent être considérées comme historiques. Et ces questions ont été déclenchées par des raisons à la fois professionnelles et purement idéologiques. Le dilemme professionnel partagé par les historiens partout dans l'Europe des débuts du XXe siècle, comme Henri Bergson ou Paul Ricoeur, Georg Simmel en Allemagne, etc., peut être exprimé comme suit. De quoi l'histoire doit-elle se servir et que doit-elle présenter? Le document ou le monument? Le document était quelque chose de factuel, d'objectif et de singulier dans la rangée de faits similaires. Et le monument était également singulier, mais d'un autre type de singularité, car c'était un objet unique qui incorporait autant de significations et de références de l'époque que possible. Et le monument, contrairement au document, pouvait symboliser l'ensemble de l'époque comme un objet de création, alors que le document n'était possible que dans le contexte d'autres documents et archives. Et ainsi, au cours de la révolution culturelle, lorsque les musées ont été exposés au public en tant que centre éducatif et idéologique, les praticiens des musées sont passés à l'idée du document en tant qu'objet historique, à l'idée de monuments, même des monuments comme des incarnations de l'histoire qui doivent être mises en scène. Et c'est ici qu'ont eu lieu de nombreuses expérimentations avec des installations et des mises en scène presque théâtralisées dans les musées de la Révolution. Vous pouvez voir ici quelques exemples. Par exemple, à gauche, vous voyez la silhouette dramatique d'un paysan dans l'exposition d'un musée historique qui a mis l'accent sur une carte historique avec les soulèvements des paysans dans le passé tsadiste. Alors, et des sculptures ont également été utilisées dans les musées d'histoire, ainsi que des moulages et des mannequins pour rendre l'histoire attrayante. Il faut dire que les historiens ont résisté fortement aux œuvres d'art dans les musées historiques parce qu'il était considéré comme un autre type d'artefact, oui, et quelque chose qui n'était pas considéré comme les vrais monuments. Mais comme il était nécessaire de susciter davantage d'empathie chez les visiteurs et de faire l'histoire une chose vivante, les œuvres d'art ont fait partie de la présentation des musées pendant des décennies pour divertir les visiteurs. Les groupes naturalisés étaient ou mannequins et les installations, les différentes installations éphémères étaient des éléments égaux à côté des documents, des cartes, des archives et des photos. Vous voyez ici, par exemple, la représentation de l'histoire comme un tourbillon que la bourgeoisie ont fait
et qui a entraîné de nombreuses conséquences comme la Première Guerre mondiale, les alliances, des révolutions, etc. Et très brièvement, un autre type de musée historique était appelé musée de la vie quotidienne. Il s'agissait normalement d'anciennes résidences impériales et aristocratiques à travers le pays. Et dans ces musées, la théâtralisation a atteint son sommet, comme dans le cas du Peterhof, près de Leningrad. Les ensembles royaux comprenaient des dizaines de palais et de résidences, des plages, des parcs, des fontaines et d'autres éléments de divertissement. Et ces résidences étaient extrêmement populaires parmi les citadins et ces résidences ont été réimaginées à deux manières. Des spectacles avec des acteurs costumés ont été créés pour animer les intérieurs historiques, oui, comme c'était le cas partout dans l'Europe. Et l'autre stratégie était plus politisée. Des installations ont été montées pour apporter plus de drame dans les espaces narrés du point de vue des révolutionnaires. Par exemple, l'ensemble de Peterhof a été réimaginé comme une histoire de la chute des tsars, de la dynastie de Romanov, et des objets qui n'avaient pas appartenu au lieu ont été également ajoutés pour dramatiser les choses. Par exemple, ici en bas, un train qui avait servi de résidence au dernier tsar, où le tsar avait signé son abdication pendant la Première Guerre mondiale, a été déplacé au Peterhof pour compléter l'image de la condamnation historique de Romanov. Il n'y avait pas de chemin de fer à Peterhof et la présence du véhicule était donc non seulement historiquement inexacte, mais aussi techniquement impossible. Mais pendant des années, cependant, le dernier train de l'Empérieur a servi de point final à la narration spatiale de la dégradation de l'Empire de Romanov. Et pour les musées historiques, il s'agissait toujours d'une négociation difficile entre les praticiens du musée et les autorités. Les conservateurs cherchaient toujours un compromis entre l'exactitude historique des intérieurs et la dramaturgie accrue de la narration. Et ainsi, finalement, très vite, les musées d'art qui ont été aussi réimaginés pour raconter l'histoire de l'art basée sur une dramaturgie inhabituelle. Voilà, c'est la galerie Tretiakov à Moscou. C'était la galerie classique avec les peintures. Et dans les années 20, la galerie a été aménagée dans des period rooms parce que le musée devait être un véritable laboratoire de recherche sur l'histoire de l'art dans une perspective socialiste, mais aussi il devait introduire un nouveau type de musée d'art, un musée d'études d'art, qui raconterait non seulement l'histoire d'art, mais aussi la manière dont les historiens de l'art ont construit cette histoire. Alors, c'était un élément historiographique. Il s'agissait de plans ambitieux qui n'ont pas été réalisés, mais certains aménagements ont été faits dans cette direction, notamment les commissaires ont révélé un type d'art dominant des différentes époques en mélangeant des sculptures, des peintures, des meubles d'art décoratif, mais aussi pour diversifier l'expérience des visiteurs, on y trouve des textes, des critiques d'art, des vitrines avec les documents d'archives historiques, toutes sortes d'objets d'art. Par exemple, ici, vous pouvez voir le miroir qui avait une double fonction, c'est de montrer le style typique d'un intérieur du XXe siècle et de démontrer la fonction ludique du style et sa légèreté. Les spectateurs ont été invités de se regarder dans le miroir pour s'amuser. Et plus tard, dans les années 30, au milieu des années 30, ces expositions ont été critiquées
à la fois pour leur présentation vulgaire de l'histoire comme scène de la lutte des classes ou les scènes un petit peu plus politisées et idéologisées, et pour leur mise en scène trop compliquée. Les visiteurs devaient connaître de nombreuses informations de base en histoire sur la culture et l'économie pour comprendre certaines de ces expositions. Et pour finir, c'est donc ce qui était unique dans le cas de l'Union soviétique, c'est vraiment la problématique de la production des connaissances dans les musées. C'est le fait que les praticiens ont cherché des moyens totalement nouveaux et innovants, toujours plein de potentiel pour aujourd'hui pour l'art contemporain, par exemple, pour raconter l'histoire de la culture d'une manière critique en utilisant des instruments considérés totalement dépassés et non progressifs. Merci.